On va commencer lentement parce qu'on a un bon programme aujourd'hui. Puis on veut vous laisser le temps de bien poser vos questions à la fin, etc. Donc, ben, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Judith Lavoie, coordonnatrice de l'équipe Changement climatique et mobilité durable au Conseil régional de l'environnement de la Montérégie. Et on est super content de vous accueillir ben, une fois de plus pour notre mois de la mobilité durable en septembre. Donc, ça fait déjà quelques années qu'on prépare des programmations qu'on va vous la montrer un peu plus tard pour ce mois-là. Donc, on est super content. Aujourd'hui, c'est notre première activité, notre activité de lancement. À moins que, ben, en fait, je vous avertis, tout le monde en Montérégie, nous participons fort au défi sans auto. Donc, on ramasse nos points, là. On est dans la compétition. Donc, mais on a beaucoup de plaisir aussi. Donc, j'espère, il n'est toujours pas trop tard d'inscrire vos organisations pour faire partie du défi. Euh, pour ceux et celles qui sont peut-être nouveaux, qui nous connaissent moins, donc le CRE Montérégie, nous sommes un organisme de concertation en environnement en Montérégie. Donc, dans le fond, le CRE Montérégie veut, par son rôle d'expert, d'influence et de conseil en environnement et développement soutenable, rassembler et guider les acteurs territoriaux. Mais ça, on le fait avec une multitude de stratégies, en fait. Donc, des fois, on peut développer des offres de services, donc développer des projets avec des partenaires. On peut aussi avoir la chance, des fois, d'avoir des programmes de financement qui nous financent des projets qu'on peut avoir des services offerts. Puis, donc, contactez-nous, là. N'hésitez pas à nous contacter pour pouvoir développer ou savoir qu'est-ce qu'on fait plus exactement. Excusez-moi, j'ai un petit rhume. Et ben, en fait aussi, j'aimerais ça qu'on présente nos trois thématiques. Donc, on travaille quand même dans trois grandes thématiques. On a toute une équipe qui s'occupe de l'économie circulaire et de la gestion des matières résiduelles. Donc, avec notre fameux projet Symbiose agroalimentaire Montérégie. On a une équipe de biologistes qui va s'occuper beaucoup des milieux naturels, de la biodiversité, de la protection du territoire, notamment avec un grand projet de contrôle des espèces exotiques envahissantes. Puis, ben, il y a nous, l'équipe changement climatique et mobilité durable. Justement, en mobilité durable, au cours des dernières années, on a quand même développé plusieurs projets qui nous ont permis d'aller chercher une expertise dans certains domaines. Puis vous allez voir, on a beaucoup de liens avec la présentation d'aujourd'hui. Donc, vous allez peut-être, on va parler quand même beaucoup de stationnement, donc avec stationnement éco-responsable et Embarque Montérégie, c'est un sujet qu'on traite bien. On va parler aussi de participation citoyenne. Donc, on a aussi des projets d'urbanisme participatif. Donc, pour ma mobilité, je m'active, ainsi que notre marche exploratoire en non-mixité. Donc, c'est tous des projets que vous pouvez nous contacter, puis ça va nous faire plaisir de vous expliquer un peu plus. Mais aujourd'hui, on est vraiment là dans le mois de la mobilité qui est de la mobilité durable, bien sûr, qui est présenté par Hydro-Québec. Et donc, vous voyez notre programmation. Juste à noter que mardi, le 16 septembre, on était partenaire d'un événement qui est annulé malheureusement, donc qui est la journée pour la gestion des équipements verts. Donc, on tenait là, quand même à le dire. Sinon, mercredi prochain, on est à Delsun pour animer un forum interrégional sur le transport collectif. Nous, on a présentement fermé nos inscriptions. On avait beaucoup de personnes. Merci beaucoup. Puis, si vous êtes intéressé, mercredi le 24 septembre, on anime une nouvelle forme d'atelier. Donc, un atelier de développement de projets en mobilité durable. L'objectif, ça va être de s'aider ensemble à bâtir des idées. Donc, qu'on parte d'une idée, qu'on parte d'une volonté. On va essayer de travailler ensemble pour faire évoluer les choses en mobilité durable dans notre région. Donc, le mois de la mobilité durable fait partie de nos activités de Embarque Montérégie qui est présenté en collaboration avec Hydro-Québec. Donc, Embarque Montérégie, juste pour remettre les pieds dans ce projet. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'augmenter la pratique du covoiturage en complémentarité avec les transports collectifs et actifs.
comment est-ce qu'on fait ça? Mais on va avoir on a comme 3 grands axes de ce projet. Donc, on a la plateforme embarquemontérégie.ca. Super facile à aller cliquer. C'est une plateforme qui va rassembler toutes les informations, on essaie là, toutes les informations relatives aux options de transport. Donc, on peut chercher, comme vous voyez sur la map, par MRC pour voir c'est quoi les services qui sont offerts dans les villes et les municipalités. Mais aussi, on peut faire une recherche du point A à B. Donc, je pars de tel endroit, je vais là. Puis, on va avoir les options de transport collectif, le vélo, ainsi que aussi des offres de covoiturage qui pourraient exister dans notre région. Donc, c'est quand même un très bon point à partir si vous faites le défi sans auto. Puis aussi, c'est aussi une campagne de communication sur la mobilité durable dont les webinaires font partie, mais aussi un réseau de stationnement incitatif pour le covoiturage. Ça n'aura jamais été aussi facile et aussi bénéfique de faire partie de ce réseau de stationnement. Donc, on va commencer une phase de recrutement pour avoir un peu plus, pour étoffer notre réseau. Pourquoi? Bien, c'est parce qu'on s'aperçoit qu'un des obstacles au covoiturage, c'est la distance et le temps qu'un conducteur doit prendre pour aller chercher des covoitureurs. Si on amène nos covoitureurs proches des grands axes avec des stationnements qui sont sécuritaires, gratuits, et, et public, bien, on est capable de régler un peu cet obstacle-là. Donc, on voit que c'est de préparer notre territoire à la montée du covoiturage. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Puis en plus, on a vraiment bonifié notre offre de communication sur la mobilité durable. Donc, à tous les pendant l'année, vous avez plusieurs moments clés qu'on va vous offrir des communications clés en main, des affiches, des dépliants, mais aussi beaucoup de communications sur vos réseaux sociaux ou dans vos bulletins municipaux. Donc, contactez-nous pour avoir plus d'options. Mais sans plus tarder, on est là aujourd'hui pour, ensemble, améliorer l'accessibilité des établissements de santé en Montérégie. Et on accueille en fait nos experts qui se sont vraiment penchés sur la question, puis qui vont nous montrer un peu le fruit de leur travail. Donc, on va commencer avec Hugo Quintin, qui est chargé de projet et en développement au Centre d'écologie urbaine depuis plus de 4 ans. Il travaille au sein de l'équipe aménagement et environnement urbain et possède une expertise en mobilité active, en sécurité routière et en aménagement d'espaces publics inclusifs et conviviaux. Il travaille également sur toutes les questions liées au vieillissement actif, notamment en étant responsable de la démarche Zone Santé qu'il va nous présenter aujourd'hui. Il va être accompagné de Kim Lestage, qui travaille dans le domaine de la promotion et de la prévention depuis plus de 20 ans. Elle est kinésiologue de formation et travaille comme agente de planification, de programmation et de recherche pour l'équipe de la santé publique locale du CI3S de la Montérégie-Est depuis près de 14 ans. Elle touche principalement des dossiers liés à l'amélioration d'un mode de vie physiquement actif de la population, dont beaucoup en mobilité. Donc, ça me fait très plaisir de vous accueillir. Hugo, je te laisse la parole. Oui, merci Judith. Je suis bien content de vous présenter la zone santé aujourd'hui. Alors, je vais partager mon écran. Je vais me faire un petit pouce si ça fonctionne bien. Je pense que oui. Judith, est-ce que c'est bon? Parfait. Super, donc moi et Kim, on peut vous présenter les résultats de la démarche qu'on a effectuée donc, en Montérégie dans les 2 dernières années. Donc on va essayer de faire ça assez pratique en vraiment vous montrant c'est quoi les résultats, c'est quoi la démarche. Donc ça va être assez intéressant, je pense. Mais avant, juste un petit point sur le centre d'écologie urbaine, là où moi je travaille, si vous ne connaissez pas. Donc c'est en fait, on est un organisme à but non lucratif créé en 96, donc on aura 30 ans l'année prochaine. Donc, on est vraiment créé par des citoyens, citoyennes engagés à transformer leur communauté de manière durable. Puis vraiment, notre mission, c'est de proposer des pratiques et des politiques pour créer des villes écologiques, démocratiques et en santé. Donc, on collabore vraiment avec des communautés, des municipalités partout au Québec, également en dehors au Canada, mais aussi à l'international. Donc, on est vraiment ouvert à collaborer avec les municipalités, à les aider et puis à faire en sorte de faire évoluer les pratiques, notamment en mobilité durable.
Donc, dans la prochaine demi-heure qui va suivre avant la période de questions, je vais vous présenter la zone santé en bref. Donc, c'est quoi le concept et pourquoi est-ce qu'on parle de cela en Montérégie, puisqu'on a fait la démarche en Montérégie. Donc, je vais vous présenter les résultats. Puis ensuite, Kim va prendre la parole pour faire un petit peu la rétroaction de son implication dans la démarche et quel peut être le rôle du réseau de la santé dans une démarche comme cela. Alors, avant de commencer, juste un petit point sur le vieillissement actif. Qu'est-ce qu'on entend par vieillissement actif? C'est évidemment la possibilité pour les personnes aînées de se déplacer librement et en toute sécurité, dans un but pour elles de rester actives, en bonne santé et autonomes. Donc, cela inclut aussi la participation à la société pour favoriser leur bien-être et leur qualité de vie. Donc, c'est vraiment de voir le vieillissement en santé ou le vieillissement actif d'une manière très exhaustive, pas seulement sur l'effort physique, mais également sur la participation sociale, le fait de toujours participer à la société. Puis là, on peut voir qu'en Montérégie, le vieillissement de la population est assez important. En 2001, c'était une personne sur 10 qui avait plus de 65 ans. En 2021, c'était une personne sur 4. Puis en 2040, c'est 2021, une personne sur 5. Puis en 2040, une personne sur 4. Donc on voit qu'il y a un vieillissement, c'est pas seulement Montérégie, c'est vraiment à l'échelle du Québec. Ce qui fait en sorte que les établissements de santé vont vraiment être de plus en plus fréquentés. Oui, peut-être les CHSLD, mais également les hôpitaux, les CLSC, puisqu'on sait que beaucoup de personnes aînées présentent des problèmes de santé de longue durée. Donc la fréquentation des établissements de santé est accrue pour cette population-là. Puis également, avec la promotion du maintien à domicile, il y a également de plus en plus de- finalement d'accès à ces installations-là qui doivent être faits de manière plus ponctuelle que seulement des milieux de vie. Or, je pense que vous savez à peu près si vous pensez à l'établissement de santé qui est dans votre municipalité ou que vous pouvez fréquenter. Il y a souvent une inadéquation entre les aménagements qui sont aux abords de ces installations, de ces établissements, donc tout ce qui est lié au stationnement, à l'accès, autour aussi, les rues autour, et les besoins de la population. Donc, on voit qu'il y a quand même beaucoup de chutes, beaucoup de collisions, beaucoup de manque d'accessibilité universelle autour de ces générateurs de déplacement, comme on appelle. Donc, il y a vraiment une inadéquation entre ça. Et pourtant, quand on fréquente des établissements de santé, c'est pas nécessairement pour des bonnes raisons, hein. Quand on vient à un rendez-vous à l'hôpital, un CLST, c'est pas nécessairement positif. Donc ça met en avant encore plus le fait qu'il faut que l'aménagement soit à échelle humaine. Donc il faut que ce soit humain pour vraiment faire en sorte que quand on est un ou une proche aidant, ben, que si on attend notre proche, ben, on puisse avoir un espace pour attendre à l'extérieur. Également, si on est patient, que, on vit dans le CHSLD ou qu'on attend notre rendez-vous ou qu'on sort de notre rendez-vous, bah, les espaces extérieurs, s'ils sont conviviaux, s'ils sont agréables, s'ils nous permettent de profiter, bah, ça fait aussi partie de l'amélioration de l'expérience, mais aussi ça fait partie de la santé, de la prévention de la santé. Donc il y a beaucoup d'autres impacts, influences que seulement tout ce qui est sécurité routière. Et donc, partant de ce principe-là, avec le Centre d'écologie urbaine et puis d'autres partenaires, dans les dernières années, eh bien, on a un peu mis en place une démarche donc, qu'on appelle la zone santé, qui est inspirée de la zone scolaire qu'on connaît plus, puis qui vise vraiment à proposer des aménagements sécuritaires et conviviaux aux abords des installations de santé, dans un but de favoriser le vieillissement actif. Donc, on considère que si on prend en considération les besoins des personnes aînées, finalement, ça bénéficie à tout le monde, que ce soit également les familles qui viennent avec les enfants en bas âge, que ce soit un jeune adolescent qui s'est cassé une jambe, etc., et qui est avec une canne. Donc, tous ces éléments-là, finalement, si on pense aux personnes aînées, ça va aussi bénéficier à tout le monde. Et donc, on l'a pensé un peu en deux dimensions. Évidemment, c'est l'aménagement. Comment est-ce qu'on aménage aux abords de ces installations-là, mais également tout un processus à mettre en place pour réfléchir à ces aménagements. Donc, il y a la théorie des aménagements, mais chaque installation est différente. Chaque installation a ses spécificités. On va peut-être pas aménager de la même manière si c'est un CHSLD que si c'est un CLSC, en milieu urbain ou en milieu plutôt rural. Donc, il y a vraiment toutes ces spécificités-là à prendre en considération. Puis c'est via un processus qu'on va permettre de finalement trouver les bons aménagements. Et c'est ça qu'on va vous montrer aujourd'hui. Donc, le processus est assez simple. On a vraiment pris l'urbanisme participatif en influence. Donc, c'est comment est-ce qu'on aménage la ville en intégrant finalement ceux qui expérimentent la ville, donc les usagers, les personnes aînées, etc.
Donc, on commence par faire un portrait diagnostique. C'est quoi les enjeux autour de l'installation? C'est quoi les spécificités? C'est quoi les opportunités autour de l'installation à prendre en considération pour par la suite pouvoir finalement faire des recommandations vraiment appliquées aux abords de l'installation et rendre ça vraiment beaucoup plus concret. Puis toutes ces recommandations, ce portrait diagnostique, ils sont ressemblés dans des cahiers des charges qu'on rédige, ce qui permet après d'avoir vraiment un document qui met en valeur ça, qui montre les recommandations pour par la suite favoriser la mise en œuvre de ces recommandations euh, dans un second temps. Donc ça, c'est ce que je vais vous présenter de ce qu'on a fait en Montérégie. Il y a quelques spécificités à prendre en considération dans tout ce processus-là. Le premier, c'est qu'on est vraiment à l'échelle du milieu de vie. Donc oui, on part de l'installation de santé, mais l'installation est vraiment dans un milieu de vie, dans le quartier autour, dans la municipalité. Donc on essaie d'aller plus large parce que si on aménage de manière accessible, par exemple, l'entrée de l'installation, mais que pour y accéder, des résidences qui sont autour, c'est pas possible parce qu'il y a des obstacles sur les rues notamment, mais finalement, on n'améliore pas l'accès. Donc il faut vraiment réfléchir à l'échelle du milieu de vie à plus large échelle. Ensuite, également, il faut un processus multi-acteurs, multidisciplinaire pour vraiment mettre autour de la table toutes les parties prenantes du territoire. Donc, évidemment, les réseaux de la santé, mais également, oui, les municipalités, le ministère des Transports si une route à numéro passe à côté de l'installation, ce qui est beaucoup le cas, notamment en Montérégie, mais également les sociétés de transport, si jamais il y a un système de transport autour de l'installation, si jamais il y a d'autres générateurs de déplacement à côté, que ce soit des écoles, des choses comme ça. Donc ça permet vraiment d'avoir un processus qui nous permet de bien comprendre les enjeux, puis d'avoir des recommandations qui répondent bien aux besoins. Et évidemment, l'application des usagères et des usagers de l'installation. Donc, c'est vraiment pour eux que les recommandations sont faites, donc de les impliquer dès le début à comprendre leurs besoins, à comprendre leurs envies. Ça permet évidemment de faire des recommandations qui sont adaptées. Puis ça aussi favorise leur appropriation, puis leur implication, etc. Donc, c'est du bénéfique. Donc, les trois grands principes d'aménagement rapidement d'une zone santé, c'est vraiment de proposer un aménagement du site sécuritaire et à échelle humaine. Donc, d'avoir des espaces de rencontre, d'avoir des cheminements qui sont sécuritaires, qui sont adaptés, des intersections accessibles, etc. Également d'assurer l'intégration du site aux différentes échelles de planification. Donc là, il faut penser un peu plus large. Donc, est-ce que le site est connecté au réseau cyclable, au réseau de transport collectif? Est-ce que dans le quartier dans lequel il se situe, on peut accéder facilement et de manière sécuritaire aux autres parties du quartier, que ce soit un parc ou une épicerie, etc. Évidemment, favoriser l'aménagement de parcours conviviaux, notamment avec des bancs, de l'ombre, des endroits pour s'asseoir, pour faire en sorte de finalement accommoder notamment les personnes aînées qui ont peut-être plus d'enjeux pour se déplacer, pour faire en sorte qu'ils puissent le faire de manière conviviale. Donc, c'est ce qu'on a mis en place en Montérégie. Donc là, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a fait. Ça va rendre le tout un peu plus clair. Donc, on a accompagné trois installations de santé. La première, c'était à Châteauguay, donc l'hôpital Anne-à-la-Berge, pour celles et ceux qui connaissent. Donc, on est vraiment sur un grand hôpital avec évidemment des soins hospitaliers, de l'urgence. Puis, comme vous le voyez en haut à droite, il se situe en périphérie de la ville de Châteauguay, autour de plein d'autres services. Il y a un Walmart, il y a une école secondaire, il y a des centres multisports. C'est entre la route 132 puis l'autoroute 30. Donc, on est vraiment sur un gros bâtiment, des gros stationnements, des îlots de chaleur, etc. Donc, des, des- finalement une morphologie qu'on peut trouver dans plusieurs autres installations en Montérégie. Également à Longueuil, donc le CLSC de Longueuil-Ouest. Donc là, on est plus sur un CLSC dans un milieu plus dense, assez urbain. Donc finalement, il y a d'autres enjeux qui arrivent. C'est également un CLSC, donc là, on est moins sur un milieu de vie. On est plus sur des personnes qui viennent ponctuellement pour des rendez-vous. Donc ça change aussi la manière dont on peut identifier des recommandations. Puis il y a vraiment des enjeux de stationnement, une saturation du stationnement, un petit stationnement euh, qui peut créer quelques enjeux. Et enfin, le CLSC du Richelieu, donc un autre CLSC. Là, on est dans un milieu un peu moins dense, le long de la route 133, donc du chemin des Patriotes. Puis pareil, c'est des gros stationnements, des îlots de chaleur, mais il y a pas mal de résidences pour aînés qui se trouvent dans le quartier, etc. Donc, il faut prendre ça aussi en considération.
Donc ça, c'est les installations qu'on a accompagnées en collaboration avec la direction de santé publique de la Montérégie, puis également les 3 CIS. Donc les 3 installations se trouvent dans, chacune dans un CIS. Donc on a été assez égalitaire sur le territoire, on va dire. Donc on a vraiment travaillé de concert avec les CIS et aussi les municipalités dans lesquelles se trouvaient ces installations-là. Donc, première étape, le portrait diagnostique, donc comprendre les enjeux, identifier les priorités, identifier ben, c'est quoi aussi les opportunités, les besoins. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une recension de la documentation. Donc, est-ce qu'il y a, c'est quoi les grands plans stratégiques de la ville, c'est quoi le type de service offert dans l'installation, etc., pour vraiment comprendre le public qui le fréquente, mais aussi comprendre dans quel contexte urbain, municipal l'installation se trouve. On a fait beaucoup d'observations, donc on a observé les comportements dangereux. Donc, est-ce que les automobilistes comme les piétons font des comportements dangereux sur les stationnements, sur les routes autour, pour voir s'il y a des éléments à sécuriser. Là, vous pouvez voir sur la photo en bas, on a mesuré la vitesse des véhicules pour savoir si la vitesse maximale était respectée ou pas. On a également observé la traversée des intersections. Est-ce que les personnes avaient assez le temps de traverser les intersections selon le fait piéton, etc. Donc, on a fait à peu près une dizaine d'observations. On a fait une marche exploratoire autour des 3 installations avec les professionnels du CIS, les professionnels des municipalités, également avec des usagers partenaires. Donc, on avait 1 ou 2 personnes aînées à chaque fois pour marcher avec nous et pour vraiment comprendre les besoins, les enjeux directement sur le terrain. Donc, ça a vraiment été bénéfique. Et puis également un sondage, donc un sondage destiné au personnel, donc tous les employés des installations, mais également aux personnes aînées qui les fréquentent. Donc on a eu quand même 300 réponses sur les 3 installations de membres du personnel, plus d'une trentaine de personnes aînées qui ont répondu. Puis également, lors de la démarche, on a rencontré plus de 15 organisations pour finalement avoir leur expertise. Donc, on a par exemple eu beaucoup de discussions avec bon, la table de concertation des aînés, avec le Creux Montérégie, avec Movia, qui est le centre de gestion de déplacement, avec la Société Logique, qui s'occupe de l'accessibilité universelle, Piéton Québec. Donc vraiment plein d'expertise autour de la table pour nous aider à bien ben, identifier les enjeux et avoir des recommandations qui soient acceptables. On a également rencontré beaucoup de fois le ministère des Transports. Donc c'était quand même assez positif. Quelques résultats pour un peu vous montrer ben, finalement en quoi le portrait est intéressant. À gauche, vous pouvez voir les comportements dangereux observés à Longueuil. Donc là, chaque petit point de couleur correspond à un comportement qu'on a observé. Donc on a observé pendant à peu près 1h30 cumulé, donc à différents jours. Donc là, on a pu par exemple se rendre compte qu'il y avait beaucoup de traversées de piétonnes et piétons en fait en plein milieu du boulevard Curé-Poirier que vous voyez en point jaune. Donc c'est quand même assez dangereux. Il n'y a pas de traverse piétonne. Là, vous pouvez voir une personne aînée qui essaie de traverser avec une voiture qui arrive. Donc là, ça nous met peut-être en tête qu'il y a une ligne de désir, donc une traversée qui devrait peut-être être faite parce que les gens l'utilisent. Également, c'est interdit de tourner à gauche, donc il y avait beaucoup d'autos qui tournaient à gauche, donc pareil, il y avait peut-être il y a un élément aussi à prendre en considération dans nos recommandations. Également, le taux d'occupation des stationnements, ça nous donne aussi des arguments pour réfléchir à comment bien réaménager le stationnement. Donc là, vous pouvez voir à gauche, c'est le stationnement de Richelieu, où finalement le taux d'occupation du stationnement des usagères et usagers est seulement de 17%. Donc finalement, il y a beaucoup d'espace qui est libre. C'est un îlot de chaleur malheureusement. Donc là, on peut voir que en sachant que le stationnement est peu utilisé, il y a peut-être de la place dans le stationnement pour finalement créer des espaces pour limiter l'îlot de chaleur, etc. Donc ça nous donne des arguments, alors qu'à Anna-la-Berge, à droite, on est sur du 90% de taux d'occupation. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui est saturé. Donc il y a peut-être moins de levier à faire dans le stationnement par rapport à ça, parce que c'est un peu, même si on veut favoriser la mobilité durable, il faut aussi prendre en considération que l'accès ne peut pas se faire seulement en mobilité durable, puis pas nécessairement à court terme, donc il faut prendre ça en considération aussi. Ensuite, manque d'accessibilité universelle. Là, vous pouvez voir les photos, notamment à droite de la marche exploratoire où on a traversé une intersection et puis avec la personne aînée, et puis ça marchait. C'était vraiment évident qu'il y avait un manque d'accessibilité, donc ça permet vraiment de le constater sur le terrain.
Il y avait également des témoignages éclairants. Le fait de discuter avec des personnes aînées, ça nous a fait nous rendre compte, par exemple, qu'une personne prenait des rendez-vous le matin très tôt parce qu'elle savait qu'elle avait de la place pour son auto juste devant l'entrée, alors que si elle venait plus tard, elle devait se stationner beaucoup plus loin et que la traversée du stationnement était difficile. Donc, elle devait adapter ses rendez-vous à finalement l'accès à l'installation. Donc, ça montre il y a aussi des améliorations à faire. Puis également, par exemple, un manque d'espace de rencontre à Châteauguay. Là, par exemple, c'est le seul espace de rencontre. Donc, on voit qu'il est assez occupé et c'est aussi le coin fumeur. Donc, il y a quand même quelque chose qui est pas nécessairement en adéquation, ou si on veut profiter de l'extérieur, ben, on se retrouve avec des personnes, avec des personnes qui fument. Donc, il y a aussi même des enjeux de santé publique derrière. Donc, ça, c'est les exemples de résultats du portrait qu'on a pu faire à travers nos différentes collectes. Et donc, à partir de ce portrait diagnostic-là, on a pu faire des recommandations. Donc là, finalement, je vais vous donner quelques recommandations, pas toutes parce qu'on n'a pas 2 heures devant nous, mais vous pouvez retrouver tous les cahiers des charges avec les recommandations sur notre site internet zone-santé.ca. Myriam va vous le partager dans le clavardage. Puis vous allez pouvoir télécharger les cahiers des charges où vous allez voir finalement tous les résultats du portrait et puis toutes les recommandations. Donc, à Longueuil, comme je le disais, il y avait des enjeux de saturation du stationnement et également l'entrée, quand on rentrait dans le CLSC, qui était parfois bloqué, où il y avait un débarcadère informel, puisqu'il n'y avait pas de débarcadère officiel de nuit. Donc, ça créait des enjeux de cohabitation entre automobilistes, mais également des enjeux de sécurité dans le stationnement avec, là, vous voyez la voiture stationnée. Donc, ça crée un manque de visibilité quand on marche de son auto à l'entrée, ben, avec les voitures qui circulent dans le stationnement, il peut y avoir des enjeux de sécurité. Donc là, ce qu'on est venu proposer et ce qu'on est venu finalement montrer en esquisse, on est venu proposer des pistes d'action à court terme et à long terme. Ce qu'on aime, on aime faire ça puisque évidemment le long terme, c'est des recommandations qui demandent souvent de refaire les infrastructures qui sont vraiment plus à long terme sur des longues planifications. Mais pour faire évoluer le statu quo, on veut aussi montrer ce qui peut être fait à court terme. Puis les esquisses que vous allez voir, c'est vraiment ce qu'on propose à court terme. Donc, c'est vraiment des éléments qu'on peut faire avec du marquage au sol, un petit peu de bollard et tout, etc. Donc, pas nécessairement une refonte des infrastructures. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, on est venu proposer une entrée séparée et de formaliser un débarcadère, notamment en proposant aussi de choisir pour quel type de clientèle, de patientèle ces places pourraient être réservées, d'avoir également des sentiers piétons séparés de la circulation pour sécuriser les déplacements dans le stationnement. Puis, on ne peut pas inventer des nouvelles places de stationnement, on ne peut pas inventer des nouveaux stationnements dans un milieu dense comme ça. Donc, la saturation du stationnement, on est venu plutôt proposer au moins une réorganisation de la circulation, ce qui permet déjà de limiter les enjeux de sécurité et de cohabitation entre piétons et cyclistes. Donc, ça permet un peu de rendre la circulation plus facile à comprendre et à cohabiter avec. Et puis également, par la suite, on a proposé aussi d'autres recommandations qui sont qui sont moins de termes d'aménagement pour faire en sorte de peut-être limiter de venir en voiture, puis de trouver d'autres alternatives. Donc voilà. Pour Châteauguay, comme je le disais, manque d'espace public de rencontre, un grand stationnement qui n'est pas universellement accessible, pas de sentiers piétons, etc. Donc on est venu proposer de finalement, encore une fois, réorganiser le stationnement avec des sens uniques, ce qui permet de libérer de la place pour faire des sentiers piétons vraiment séparés de la circulation pour rejoindre l'entrée du bâtiment. Également d'apporter du verdissement pour limiter les effets d'îlot de chaleur. Également, là, tout le long, vous voyez à gauche, tout le long de l'allée Verdi, qui est présente en ce moment, mais qui n'est pas utilisée à son plein potentiel, on a vu proposer de créer ici tout un nouvel espace de rencontre en face de l'entrée, donc ce qui serait vraiment pertinent. Et également tout autour du bâtiment au centre, là, de venir finalement formaliser une zone piétonne et de la destiner, en ajoutant du mobilier urbain, à vraiment un espace de rencontre pour pouvoir sortir et profiter de l'extérieur. En ce moment, cet espace, il est piéton, mais il n'est pas vraiment formalisé en espace de rencontre. Donc, c'est vraiment d'utiliser les opportunités du site pour le faire. Donc là, vous pouvez voir quelques images faites en 3D pour montrer à quoi ça pourrait ressembler. Donc, c'est vraiment pour inspirer plus que c'est ça qui devrait être fait. Donc, on est vraiment plus sur une vision, puis sur une visualisation assez légère.
Et enfin, à Richelieu, donc c'est vraiment l'installation typique où évidemment une route du ministère des Transports la longe, donc c'est le chemin des Patriotes ou la route 133, avec aucune infrastructure piétonne évidemment, et également des espaces de repos qui sont manquants. Donc là, on est venu proposer de formaliser le chemin piéton sur la route, de créer un espace public en face de l'installation. Comme je le disais tout à l'heure, le stationnement est très peu utilisé, donc ça nous donne de la place et de la marge pour créer cet espace public. Également d'avoir un débarcadère, là vous voyez aussi des sentiers piétons. Donc on a eu beaucoup de discussions avec le ministère des Transports. Donc là vous allez me dire, c'est la relation ministère des Transports, aménagement, c'est un peu compliqué. Et puis en effet, mais ils ont vraiment été très bien intégrés au projet, ils ont fait des analyses, ils ont bonifié nos recommandations. L'enjeu qu'on a vu, puis ça c'est sur quoi on travaille, mais c'est au niveau des normes, euh, tout ce qui est aménagement transitoire, donc, ce qu'on propose à court terme, il n'y a pas encore, je dirais, de normes pour ces aménagements au ministère. Donc finalement, c'est soit le statu quo, donc aucune infrastructure piétonne, ou soit des aménagements qui nécessitent vraiment une refonte de la rue, des gros aménagements avec toutes les normes du ministère. Mais entre les deux, il y a un manque de finalement faire quand même évoluer le statu quo qui n'est pas du tout favorable au- à la mobilité, etc., à la mobilité active. Donc, c'est là où on est un petit peu entre les deux. Donc, nous, notre travail aussi, c'est de proposer des éléments. Donc, on a quand même proposé ces recommandations-là, tout en sachant que ce n'était pas dans les normes, mais ça permet de au moins engager une discussion et au moins faire en sorte de peut-être démarrer un travail de trouver peut-être faire évoluer ou trouver des éléments de discussion qui permettraient d'avoir au sein du ministère ou pour le ministère ces propositions d'aménagement qui sont entre les deux, donc en transitoire quand même. Ce que font beaucoup de municipalités, mais quand on rentre sur le réseau du ministère, c'est pas possible. Donc, avant de passer la parole à Kim, je reviendrai sur les bons coups. Évidemment, la présence d'usagères et d'usagers partenaires, ça a vraiment été une force. Donc, ils ont été présents dans nos rencontres, ils ont été présents à la marche exploratoire, parfois lors de nos observations. Donc, ils ont vraiment pu donner finalement leurs besoins, leurs points de vue. Donc, ça a permis vraiment de bonifier le portrait, les recommandations et de les intégrer directement à la démarche. Donc, c'était vraiment quelque chose de de très bons. Puis également les efforts de concertation. Comme j'en parlais tout à l'heure, on a eu beaucoup d'organisations qui nous ont aidés à bonifier, les recommandations, le portrait, à nous partager des bonnes pratiques. Évidemment, le 6, les 3 6 et la direction de santé publique qui ont été là pour vraiment faire en sorte qu'on puisse accéder aux employés, qu'on puisse accéder aux usagers et usagers et qui nous ont partagé aussi leurs enjeux. Et les 3 villes qui étaient là à toutes les rencontres, qui ont vraiment été aussi positives dans la démarche, nous mettre en contexte sur les enjeux de la municipalité et puis à vraiment prendre des recommandations pour pour essayer de les mettre en application par la suite. Donc, à Richelieu, il y a une vision urbanistique qui est en train d'être réalisée. Donc, le cahier des charges va alimenter ça. À Châteauguay, il y a un programme particulier d'urbanisme dans le secteur. Donc, pareil, ça va alimenter. Puis à Longueuil, il y a un projet de réaménagement du boulevard qui est juste en face de l'installation. Et donc, nos recommandations vont également participer à alimenter le projet de réaménagement. Donc, on voit que finalement, ça s'inscrit aussi dans ce que les villes veulent faire, puis dans les plans stratégiques, dans les planifications des villes. Donc, c'est un bon complément. Donc, je vais passer la parole à Kim maintenant. Bonjour tout le monde. Je suis contente d'être ici pour partager notre expérience qui a été sur 2 zones de santé. C'est une initiative, en fait, qui a commencé à débuter aussi les réflexions qui sont importantes sur l'aménagement de nos sites pour qu'ils soient plus inclusifs, plus humains, plus concertés, hein, un peu comme Hugo vous a fait le portrait. Tout le monde, on les connaît un peu. C'est très austère autour des sites de santé. Donc, c'est important de commencer à y penser, puis pas y penser de façon isolée, mais de le penser ensemble. Donc, le projet Zone Santé a été un vent de fraîcheur de ce côté-là, parce qu'on a réuni les acteurs clés pour bien réfléchir là, ensemble autour de la mobilité. Juste un instant. Parfait. Zone santé, Hugo, as-tu changé l'ordre OK, merci.
Je me retrouvais pas. Donc, pourquoi repenser? Hein? Hugo a bien fait un beau topo, je veux le ramener. On est des pôles de générateurs de déplacement. On est l'un des plus grands employeurs de la région. Quand même beaucoup d'emplois en Montérégie. Il y a beaucoup d'usagers qui nous fréquentent, comme Hugo l'a dit, des usagers vulnérables. Puis je veux ramener aussi l'aspect qu'on ne vient pas par choix nécessairement nous visiter. On vient par souvent obligation, avec déjà un émotif présent. Donc, quand on vient dans nos installations, que les cheminements sont difficiles, c'est sûr que ça n'améliore pas là, les conditions de l'usager. C'est des gradulots de chaleur, comme il l'a dit, c'est dangereux. Hein, je vais passer assez rapidement sur ces aspects-là. Hein, c'est des environnements qui sont peu invitants. Fait que tu peux changer, Hugo. Pour le 6 de la Montérégie-Est, en fait, nous, on a vu cette démarche-là surtout d'être accompagnée par le Centre écologie urbaine comme une façon d'être favorable. C'était très favorable pour nous parce que c'était, une entité neutre, oui, mais aussi les effectifs à l'interne ne sont pas toujours présents pour mener une telle démarche sans être accompagnés. Fait que ça, c'était quand même important de le nommer, que le Centre écologie urbaine a joué un gros rôle à ce niveau-là. Puis le fait qu'il était neutre et qu'on a joint plusieurs partenaires autour de cette démarche-là a vraiment facilité aussi les échanges, puis a fait émerger là, des pistes de solutions. Il vous en a présenté certains croquis, mais il y en a d'autres qui sont vraiment inspirants, mais qui sont aussi équilibrés à travers aussi le milieu de vie, comme il vous l'a expliqué, pas juste sur notre site, mais vraiment plus large. Fait que ça, c'était quand même super intéressant aussi. Tu peux changer. Pourquoi nous, on a choisi le CLSC Longueuil-Ouest? C'est un de nos sites qui est le plus achalandé parce que c'est le seul site où on offre des services de prélèvement pour l'arrondissement du Vieux-Longueuil. Là, le 6 Montérégie, c'est beaucoup plus large que ça, mais moi, je vous parle de la région de Longueuil. Donc, ça occasionne des moments de fréquentation très intenses qui Hugo l'a bien exposé, circulation automobile dans notre stationnement étroit, des voitures qui se promènent de tous les sens, donc ça rend les déplacements qui sont quand même dangereux. Le boulevard sur lequel notre site a pignon sur rue, le boulevard Curé-Poirier, est très aussi austère aux déplacements actifs en ce moment, aux déplacements durables aussi. Donc, tout cet environnement-là est quand même peu invitant là, pour des usagers piétons, mais aussi encore plus quand on le regarde avec un œil d'usagers vulnérables. Mais c'est un de nos sites qui a un grand potentiel parce que c'est un de nos sites qui est le mieux desservi par le service de transport en commun. Donc, pour le transfert modal, hein, vu que notre stationnement est très, très, très saturé, on essaie de trouver des façons de transférer un peu que les gens viennent, nos employés, nos usagers viennent d'une autre façon. Donc, le transport collectif devient une piste et beaucoup de lignes passe près de cette installation-là. Donc, c'est intéressant. Et Hugo l'a mentionné aussi, le réaménagement du boulevard Curé-Poirier est en réflexion par la Ville de Longueuil en ce moment. Donc, de venir s'asseoir ensemble, d'entendre les enjeux de mobilité qu'il y a autour de notre installation vient nourrir aussi toute l'analyse de la municipalité par rapport au réaménagement de ce boulevard-là. Tu peux changer. Puis déjà, suite à la démarche zone santé, on a déjà des retombées concrètes sur le terrain. Le réseau de transport de Longueuil a été invité à venir marcher avec nous et en attendant les enjeux de mobilité, en attendant tous les enjeux qui touchaient autour, ont déjà fait un changement d'un arrêt d'autobus pour faciliter l'accès à notre site. Donc, ils ont rapproché un arrêt d'autobus de notre site, ce qui est très, très, très intéressant pour la mobilité de nos usagères surtout vulnérables. Mais ça, je voudrais faire, des fois, on n'a pas tendance à les joindre dans nos concertations, les réseaux de transport, mais ils ont quand même des leviers super intéressants pour travailler la mobilité durable, tout le monde ensemble. Ils peuvent, comme nous, déplacer un arrêt, mais aussi réaménager à plus ou moins long terme un arrêt pour qu'elle soit plus accessible de façon universelle pour tout le monde. Ça peut vraiment aider la fréquentation de nos CLSC, hôpitaux et tout ça de façon autre que la voiture. Tu peux changer.
Donc, c'est une démarche, j'ai beaucoup discuté parce que Mme Lalancette, qui est la professionnelle qui a accompagné les 3 démarches en Montérégie, ne pouvait pas être présente ce matin. Donc, j'ai discuté avec elle, puis elle a mentionné que c'était une démarche qui a été vécue très différemment d'un CIS à l'autre. Donc, ça, c'est important de le mentionner. Cette variabilité-là, je pense qu'il faut qu'on garde en tête qu'elle va être présente à chacune des réalisations d'un projet de soins de santé parce que chaque site est unique, chaque site a ses manières de travailler, a ses leviers. Donc, c'est important de garder cette démarche-là flexible, puis même les municipalités ont toutes leur méthode aussi de travailler. Fait que c'est important que cette démarche-là, puis Hugo l'a bien exposé tantôt, elle s'est modelée un peu à chacun des projets qui étaient différents. Pour la mise en œuvre des recommandations que Hugo a commencé à vous présenter aussi, c'est sûr que ça va être à géométrie variable. On n'a pas tous les mêmes leviers, on n'a pas toutes les mêmes ressources humaines, les mêmes ressources matérielles pour mettre en œuvre et les ressources financières disponibles pour les réaliser. Puis il l'a bien exposé, c'est le fun que le projet nous offre des idées à court terme, mais aussi à long terme, parce que le réseau fonctionne aussi comme une municipalité pour revoir un débarcadère, par exemple, ou installer un débarcadère comme Hugo vous a présenté pour notre installation de Longueuil-Ouest. On va peut-être attendre un projet de plus grande envergure pour joindre ces recommandations-là, mais on pourrait faire déjà des changements de signalisation qui est à plus court plus déploiement, de façon plus rapide. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Je veux souligner un point super important. Cette démarche-là a mis en lumière aussi qu'on est de plus en plus ouvert à travailler la mobilité en concertation. Tout le monde ensemble. On voit que si on travaille chacun de notre côté, on n'arrivera pas. Mais un projet comme ça, d'être assis ensemble, a fait en sorte que ça a montré l'ouverture et la collaboration des différents partenaires qui étaient présents, dont le réseau de la santé. Si vous avez un projet en tant que municipalité, par exemple, une réfection de rue, de tronçon ou opinion sur rue, un site du réseau de la santé. Je vous parle de 2 portes d'entrée principales pour nous interpeller. Il y en a d'autres, mais ça, c'est 2 portes d'entrée qui seraient peut-être plus évidentes à aller cogner à la porte. Les CIS ont maintenant l'obligation avec des plans de développement durable à l'interne, avec maintenant des obligations concrètes par rapport à ça. Et on a des ressources à l'interne qui sont là. Puis d'ailleurs, ma collègue est présente aujourd'hui, Marilyn Lavigne, pour mettre en œuvre ces plans de développement durable. Ces personnes-là sont vraiment intéressantes à connaître parce qu'elles peuvent être des bonnes personnes pour faire le pont à l'organisation de la santé si c'est gros, pour être capable de naviguer à l'intérieur et ces personnes-là sont responsables du plan de développement durable et sont capables de faire le pont entre les recommandations et les bonnes personnes pour les réaliser sur le terrain à l'interne de nos grandes structures du réseau de la santé. Mais il y a aussi nos équipes locales de santé publique dont je fais partie. On est déjà d'ailleurs en relation avec les municipalités du territoire. Donc, on est déjà une porte d'entrée qui pourrait être intéressante pour la raison aussi de faire le lien avec l'interne de nos installations, mais aussi parce qu'on est déjà ancré dans les milieux. On connaît les enjeux de mobilité aussi autour des grands actes d'une municipalité. Donc, c'est intéressant aussi de nous interpeller. Tu peux changer maintenant. Fait que mon rôle, dans ce projet-là, a été vraiment un rôle principalement de mobilisation, oui, à l'interne, pour faire cheminer puis identifier des bonnes personnes, mais aussi pour mettre ensemble la municipalité, le réseau de transport, certaines organisations au pourtour de notre installation, puis recruter aussi citoyens usagers pour mettre les bonnes personnes en place pour discuter puis réaliser la marche exploratoire. Mais comme ça fait un bout aussi que je travaille sur le territoire de Longueuil, j'ai amené aussi beaucoup une expertise autour des enjeux de mobilité dans le secteur. Donc, puis mes collègues des équipes de santé publique peuvent aussi amener cette expertise-là autour d'un projet de zone de santé. Go! Les municipalités, moi, je tiens à dire quelque chose qui était
est super intéressant. Les municipalités, vous êtes des visionnaires concernant l'aménagement, la réalisation d'aménagements qui influencent directement la santé de la population. Puis c'est intéressant du leadership que vous prenez aussi puis que vous réalisez par rapport aux tronçons, aux aménagements que vous faites. Et maintenant, d'amener cette lumière-là dans la zone de santé, ça l'a aussi fait émerger ça. Ça l'amène à faire évoluer les mentalités aussi. Hein, de réfléchir ensemble, c'est intéressant. Donc, d'amener vos réflexions, vos préoccupations aussi, puis les nôtres aussi, ça l'a amené aussi à faire réfléchir différemment l'aménagement de nos propres sites. Donc, le réseau de la santé, on est constamment en évolution. Puis là, il y a une ouverture particulière qui tend à se mettre en place par rapport à des projets comme celle-là. Tu peux changer. Donc, je vous donne un exemple concret. Un autre exemple que Hugo ne vous a pas donné dans les recommandations qu'ils nous ont données. En fait, il faut continuer à collaborer ensemble, même à la suite du projet et du retrait, par exemple, du Centre d'écologie urbaine. Pourquoi? Nous, on a eu la proposition, puis un peu comme l'hôpital Anna-Laberge, d'une zone de socialisation en avant du site. Ici, je vous ramène l'importance de regarder qui fréquente nos sites, d'avoir cette limite-là toujours quand on vient analyser, c'est qu'il faut rendre nos sites plus humains. Hein? Nos passages dans nos installations, ce n'est pas nécessairement synonyme de bonnes nouvelles. Avoir des endroits pour se poser, respirer, accueillir nos émotions devient fondamental. Mais si on décide d'aménager cette belle zone de socialisation seule, sans la municipalité, cette zone-là se trouve limitrophe au boulevard Curé-Poirier, qui est très dense, une circulation importante, bruyant, il y a les odeurs des automobiles, etc. Ça n'attirera personne à venir s'y poser, prendre le temps de la fréquenter, cette zone de socialisation-là. Donc, il faut maintenir nos collaborations. C'est nécessaire pour que ces aménagements-là soient cohérents dans le milieu de vie, comme Hugo en a parlé, dans lequel notre installation s'inscrit. Vas-y, Hugo. Je t'ai changé. Puis juste en conclusion, aménager, c'est aussi soigner. Donc, d'être ensemble, on améliore la santé de la population, le bien-être de la population, mais il faut continuer à le faire. Puis il faut continuer à faire naître des projets de zone de santé comme celle qu'on a vécue. Pour nous, c'est positif. La réalisation des recommandations ne sera pas toute faite à court terme, mais ce qui a commencé à être établi de concertation, c'est déjà un gros pas pour mieux aménager les pourtours des installations du réseau de santé. Donc, voilà. Merci Kim. Avant de passer aux questions, juste un petit élément sur « et maintenant » finalement. Donc après toute cette démarche-là, d'avoir les cahiers des charges avec les recommandations, le portrait, ça permet par la suite ça, de documenter, d'appuyer des demandes de subventions ou des projets de réaménagement. Donc vraiment, comme Kim le disait, de saisir des opportunités quand on doit faire la réflexion d'un stationnement, d'une rue, etc. D'avoir déjà toute cette documentation-là qui nous permet un peu de mieux se dire, OK, comment est-ce qu'on peut réaménager cet endroit-là pour pas que ce soit comme avant. Donc ça permet vraiment de faire ça. Et puis, nous, de notre côté, on est en train de rédiger un guide de mise en œuvre aussi pour justement outiller, inspirer à mettre en place une zone de santé dans tous les milieux au Québec, mais évidemment notamment à Montérégie. Donc, il est à venir cet automne, notamment avec une cartographie des acteurs, donc pour vraiment mettre en lumière finalement tout cet écosystème d'acteurs qui se doit d'être présent dans la démarche avec leur rôle responsabilité. Donc c'est vraiment un outil qui va être intéressant, par exemple pour vos municipalités ou même le réseau de la santé qui veulent refaire, qui veulent voir, OK, on veut faire une zone de santé dans mon milieu, à quoi je dois penser, qui je dois intégrer. Donc je vous invite à s'abonner à notre infolette pour recevoir ce guide de mise en œuvre-là quand il sera publié. Et au niveau des recommandations, comme disait Kim, c'est là où évidemment on rentre un peu dans le vif du sujet. Il y a comme une complexité de mise en œuvre des recommandations, évidemment d'un point de vue financier, comment est-ce qu'on finance ça, mais également d'un partage des rôles et des responsabilités. Le guide de mise en œuvre va essayer de mettre en avant ces éléments-là, mais c'est toujours un travail en continu à faire pour être aussi créatif dans le financement, de finalement prendre plusieurs acteurs aussi qui ont un intérêt
vous les municipalités, quand vous devez refaire le site, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on met en place. Et puis on a aussi un projet peut-être de pilote de mise en œuvre. Donc on est en quête de financement pour tester, aller évaluer la mise en œuvre de certaines recommandations, notamment d'aménagement transitoire, pour finalement faire évoluer les pratiques, puis montrer ok, comment ça peut se faire concrètement sur le terrain, c'est quoi les effets, les bénéfices, pour par la suite engranger finalement et inspirer à refaire et puis à répliquer ce genre de projet dans les milieux. Donc, c'est un peu nos prochaines étapes de passer à la mise en œuvre et de montrer comment ça peut se faire, outiller, faciliter la mise en œuvre et évaluer les bénéfices. Donc voilà, je terminerai là-dessus. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à aller sur le site zan-santé.ca pour avoir toutes les informations sur le projet, puis à me contacter ou à contacter Kim si jamais vous avez des questions, vous voulez discuter de collaboration, on est vraiment ouvert à la collaboration. Puis voilà, maintenant on a une petite dizaine de minutes pour des questions si vous en avez. Merci beaucoup.